Bonjour Daniel Feytin, vous êtes Bonjour. professeur des universités retraité. Votre discipline de départ, la linguistique générale, vous a conduit au gré d'un parcours pas très rectiligne à vous intéresser à un nouvel objet, le travail, dont vous êtes devenu un généraliste, un chercheur généraliste, formé sur le tas, comme vous aimez à le dire, des activités scientifiques et militantes. C'est sur ce thème que vous avez contribué au numéro 411 de notre revue La Pensée par un article qui s'intitule Révolution numérique, usine connectée et activité réelle de travail. Je vais donc vous proposer de présenter ce travail à nos lecteurs et, comme à l'habitude, je vais vous poser 3 questions de façon à ce que nos lecteurs puissent aller découvrir cet article. La première question, votre article s'appuie sur un travail de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en indiquer le contexte et les méthodes, voire même le cadre théorique? Eh bien, oui, ben, je réponds à votre salutation. Bonjour. Je vous remercie de me fournir l'occasion de m'exprimer à l'appui d'un texte, parce que un texte n'épuise jamais, bien entendu, la pensée qui le supporte, voire même présente l'aspect fâcheux d'être consisté en un monologue qui n'est pas forcément le plus enrichissant. Alors donc, oui, cette idée qui préside à ce que je fais en matière de production scientifique s'enracine dans une conviction profonde que j'ai acquise au fur et à mesure d'expériences constamment renouvelées, puisque je précise que depuis de nombreuses années, j'ai accepté de procéder à des investigations sur le terrain des entreprises, dans l'industrie notamment, mais pas seulement, à la demande, et ça je crois qu'il faut y insister, à la demande d'une institution fort diffusée à l'époque, mais qui malheureusement eh bien, n'est plus à l'heure actuelle en état de fonctionner, qui était euh, cette institution qu'on appelait le CHSCT, hein, c'est-à-dire donc l'organisme qui, à la demande des représentants des personnels, procédait à des recherches et des évaluations en matière d'atteinte à la santé des salariés dans les dispositifs industriels, dans les entreprises. Donc, j'ai procédé à beaucoup d'études à la demande des CHSCT dans de grandes entreprises, et j'en ai acquis la conviction que les situations, d'abord, pour commencer, doivent toujours rester et être à la base véritablement de la réflexion, de ce qui se joue, des enjeux euh, dans la production, des enjeux dans l'orientation du travail des hommes et des femmes, impliqués dans ces productions, et que par conséquent, il devenait essentiel, absolument essentiel, de nouer à chaque fois, à partir de chaque sollicitation, le dialogue entre les idées, entre naturellement le corpus scientifique et technique, et d'autre part la vision qu'ont de leur activité ceux et celles qui sont précisément confrontés aux aléas, au développement, aux impasses et à l'agression perpétuelle qu'occasionnent ces activités. Alors je dirais que c'est de la préoccupation fondamentale qui m'a fait bouger, c'est-à-dire ne plus rester cantonné dans une vision superficielle. On peut dire superficielle, c'est un peu court, hein, mais superficielle de cette réalité, une vision structurée par certes des connaissances élaborées au fil des lustres, hein, et parfaitement, naturellement, parfaitement légitime, mais qui à chaque fois doit tenir compte. Alors, je ne suis pas en train de défendre à tout craint un empirisme euh, violent. Non, au contraire, je crois que c'est, je dirais, un gros mot. J'utiliserai un gros mot que je ne vais évidemment pas justifier parce que c'est pas possible, du moins dans ce cadre. Mais il faut accepter le défi d'une dialectique
véritablement d'une dialectique entre ce qui se joue réellement et dans un perpétuel mouvement de transformation dans la réalité, et d'autre part, ce que l'on est en mesure de projeter comme hypothèse et comme modèle aussi de cette réalité. Voilà, c'est la base, c'est ma conviction. Ça, c'est le contexte. Alors, vous avez parlé aussi de méthode. Alors, le cadre théorique, je crois que c'est, je crois qu'il faut parler d'une transdisciplinarité entre les disciplines qui se sont penchées historiquement l'action, sur l'action, des sciences de l'action. J'ai été naturellement sensibilisé à la philosophie, la psychologie du travail, la sociologie du travail, et en dernier par ma propre discipline, c'est-à-dire les sciences du langage et de la communication, parce qu'il n'y a aucune activité productive, je dirais même d'ailleurs productive au sens le plus large du terme, qui puisse faire abstraction de l'échange entre des personnes, entre des individus. Je ne parle pas de sujet, je ne suis pas psychologue. Enfin, je suis un psychologue d'occasion. Voilà, ça n'est pas possible. J'ai enquêté sur le travail des conducteurs de train et j'ai acquis la conviction que le conducteur de train est un travailleur qui est en perpétuel dialogue avec une multitude de dimensions qui déterminent son activité. Il n'est pas seul. Voilà. Pour nous focaliser un peu sur votre article, la révolution numérique, et je mets à cette expression les guillemets que vous-même y mettez, est-elle appréhendée de la même manière dans le monde du travail, par le monde patronal et par les ouvriers? Petite justification, s'il en est besoin, des guillemets. Ben, j'ai aussi appris un peu d'histoire. J'ai eu de bons maîtres. Et j'ai toujours pensé que révolution signifie une transformation, des transformations imprimées, à commencer par la société, telle que l'ordre ancien ne peut plus réapparaître. Pour moi, c'est ça la révolution. Eh bien, dans ce cas, je demande à voir. La révolution numérique, d'accord, techniquement et technologiquement, d'accord, mais est-ce que cette révolution, entre guillemets, est-elle de nature, est de nature, pardonnez-moi, à transformer l'ordre antérieur? Et c'est là que la deuxième partie de votre question me sollicite encore plus. Moi, je dirais non. Non, non, il n'y a pas de transformation profonde et irréversible dans l'ordre des rapports, dans le monde du travail, dans la nature du travail elle-même est superficiellement affectée par ces transformations, mais pas fondamentalement. Alors, est-ce que, je crois que votre question, j'y reviens, est-ce que cette révolution, disons cette transformation, est appréhendée de la même façon dans le monde patronal et dans le monde du travail, le monde des protagonistes des actes de travail? Ben, j'ai dit non, c'est pas possible. Dans l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Euh, Pourquoi? Parce que la première des choses à considérer, c'est qu'il faudrait que ce progrès incontestable, ces progrès absolument incontestables, il ne s'agit pas de jouer les retardataires à tout craint. Depuis l'apparition de ce que l'on a nommé rapidement les mutations technologiques, il y a plus de presque un demi-siècle maintenant, il est incontestable qu'il y a des transformations absolument remarquables et fondamentales dans l'ordre de la technologie. Ça va de soi, et scientifique par la même occasion. Mais quelle est l'orientation quelle est l'orientation de cette transformation? Qu'on me permette de dire que bientôt 25 ans, 30 ans d'intervention en milieu de travail m'ont permis de constater que cette orientation n'a pas changé. Et qu'au contraire, et là je peux prendre un exemple précis sur celui sur lequel j'ai travaillé, dans des situations réelles à la base de cet article-là, que ce qui est poursuivi, c'est un accroissement de la productivité. Mais une productivité des opérations, une productivité des actes
orienté vers quoi et au bénéfice de qui? Moi, j'ai tendance à dire que l'opposition entre la dimension du travail, et donc des travailleurs, et de ceux qui maîtrisent ces orientations, cette différence s'approfondit, cet antagonisme s'approfondit. Je ne vois pas que, pire que ça même, je pense que cette dimension-là, incontrôlable par ceux qui travaillent, de l'orientation du progrès, et notamment de la prétendue révolution numérique, crée des situations dont la maîtrise échappe de plus en plus au monde du travail. De plus en plus. Ce qui, soit dit en passant, c'est marginal par rapport à notre propos, là, séance tenante, mais ce qui permet de comprendre un peu mieux ce qu'on appelle aujourd'hui, en sociologie du travail, une désaffection du travail, avec une multitude de gens qui ont envie de faire autre chose, ou alors qui le payent de leur santé. Et ça, non, je ne peux pas laisser dire qu'il y aurait, d'une manière absolument magnifique, œcuménique, harmonieuse, une sorte de collusion. Non, ça ne se produit pas. Pas d'apaisement des conflits de classe par la Ah technologie. non. Voilà. Vous abordez Avec, également dans votre article la question de la formation et du contenu des métiers. Quelle place cette formation tient-elle ou devrait-elle tenir dans les évolutions technologiques du travail? eh bien, je dois dire que je vais me permettre de prolonger ce que je viens de dire précédemment, qui ne représente que ma conviction profonde, mais c'en est une au moins de conviction, c'est que cette orientation, l'orientation dominante qui est aujourd'hui, je citerai un terme en usage dans les écrits de mon collègue et proche, autrefois proche, parce qu'aujourd'hui nous ne nous voyons plus, mais Yves Schwartz qui écrivait toujours ce surcroît de productivité attendu du progrès technique, ce surcroît de productivité est orienté vers un accroissement de la rentabilité financière. Bon, ben, comment imaginer que la conception des formations puisse échapper à cela dans le monde où nous vivons? Ben non. Et alors, je me permets de prendre un exemple précis parce que ce que j'ai dit un peu trop rapidement, je le maintiens et je l'affirme, je ne raisonne jamais en dehors de situations que je connais et que j'ai pu analyser. En l'occurrence, j'ai beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur une industrie emblématique, la micromécanique, on appelle ça le décolletage. C'est une branche qui est dominante sur le site de la Haute-Savoie, sur les sites de la Haute-Savoie. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les formations techniques qui ont fait vraiment le renom, qui ont soutenu le progrès de cette industrie sur ces sites industriels, est contestée par le patronat. Pourquoi? Parce que les contenus ne leur conviennent pas. Et on voit aujourd'hui des entreprises très importantes du décolletage dans la vallée de l'Arve, par exemple, qui souhaitent ravaler, diminuer l'importance des formations techniques dispensées, notamment chez nous, dans le cadre de l'éducation nationale, pour proposer leur formation maison ad hoc. Mais pourquoi? Ben parce qu'on n'a plus besoin, ils n'ont beaucoup moins besoin de travailleurs formés, qualifiés, dont la qualification est reconnue et qui, de ce fait, disposent aussi des moyens de se défendre, leur qualification, pour assujettir, et là je crois que c'est un mot incroyablement important aujourd'hui, subordonner les travailleurs à des projets de développement qui sont les leurs, mais je veux dire, qui ont de moins en moins à voir avec le bien commun, de moins en moins à voir avec le développement de la société. J'ai un exemple formidable, je ne sais pas si j'ai le temps, hein, si je peux. On s'arrêtera sur cet exemple peut-être. On s'arrêtera sur cet exemple. Je connais une entreprise qui, compte tenu de la conjoncture, vous allez voir que c'est très récent, a à moitié abandonné sa production
historique et central, des pièces de micromécanique pour l'armement, pour l'industrie, pour le médical, pour tout ce qu'on voudra, pour fabriquer des masques anti-Covid. C'est certainement très louable, mais excusez-moi, là on parle de problèmes d'orientation assez sérieux, parce que c'est orienté vers la recherche de rentabilité à tout prix. Et ensuite, qui vont dire, on a besoin de gens qui aujourd'hui se plient. Ils n'ont pas besoin d'être très qualifiés. Nous avons des machines qui vont faire à leur place plein d'opérations, mais il faut qu'ils sachent faire marcher ces machines. Et voilà où nous en sommes. Nous en sommes à un tournant terrible. Hein. Voilà pourquoi la question de la formation se pose. Eh bien, nos lecteurs iront lire avec curiosité et impatience tout ce que tu décris dans l'article, justement, de cette recherche en situation. Je vous remercie donc de nous avoir accordé ces quelques minutes et je renvoie nos lecteurs à la revue au numéro 411 qu'ils peuvent trouver en librairie, mais également sur le site Kern où les articles sont disponibles. Au revoir Daniel, Merci merci. beaucoup et au revoir.